Un point de France, ses vaches, ses prés, ses clochers. La nationale, c'est la 79. Elle va de Moulins dans l'Allier à Mâcon. Un amphibien très bavard des Caraïbes n'a que 2 mots de vocabulaire. Hey, salut. Ceux qui connaissent pas encore le monde merveilleux du documentaire imaginent souvent les docus comme des trucs très chiants sur Arte et 1h du mat, avec une voix off qui sent la mort et des images d'archives très grises, où l'interview est celle d'un expert qui préférait largement être chez lui en ce moment. Alors que le même sujet pourrait pourtant être une super vidéo, rapide, passionnante, ou alors une immersion, caméra à l'épaule dans un monde qu'on connaît pas, ou même un trip poétique, un peu perché mais qui ferait quand même vachement bien en ce moment. Alors il y a plein de façons de faire du documentaire, donc comprendre ces différentes approches, c'est un peu comme connaître les routes déjà existantes pour son propre chemin de cinéaste. Si on veut rester sur la route, on sait déjà comment faire. On se rend compte que parler de films documentaires, c'est trop vague, il y a trop de choses. On pourrait par exemple classer les films documentaires en fonction de la façon dont on les conçoit, les mettre dans des boîtes. Même si le but du film documentaire, c'est toujours de saisir le spectateur pour transmettre une information ou une émotion, Ian Kilborn a regroupé tout ça en 3 genres dans son film L'analyse du film documentaire. Le premier genre, ça va être la transparence. Là, c'est pas du cinéma. On est là pour informer, on vulgarise, il n'y a pas ou peu de forme. Okay. Ensuite, il y a le genre du regard. Là, on va s'éloigner de l'information, le but c'est de faire réfléchir, le réel est complexe, donc sa forme va être aussi complexe. Là, on garde l'idée de raconter le réel. Et enfin, le troisième genre, ça va être le genre de l'expérimentation. Là, on casse les codes, on se rapproche de l'art contemporain, on élargit la définition du documentaire, on va interroger et surtout on provoque. Alors tout ça c'est pertinent, je dis pas le contraire, mais ça me semble encore un petit peu vague. On pourrait aussi organiser ces films par leur narration, par la place du regard du réalisateur sur son histoire, sur sa façon de raconter sa version. Trouver des plus petites boîtes pour organiser un peu tout ça. Chaque réalisateur a sa manière de raconter le réel et c'est ça tout l'intérêt du film documentaire. Raconter des histoires avec des styles visuels différents, mais surtout avec des narrations aux approches différentes. Sans ces particularités, on va retomber dans ce qui pourrait être à la limite un bon reportage, mais certainement pas un bon documentaire. C'est la place du réalisateur dans son propre film qui va qualifier le film. On reviendra dans une prochaine vidéo sur ce qui fait la différence entre un documentaire et un reportage. C'est à la fois évident et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, cette vidéo, elle va nous aider à identifier les grandes familles de la narration documentaire et à comprendre comment elles influencent notre manière d'écrire un film, de le filmer et au final, de percevoir la réalité. Le chercheur américain Bill Nichols y est intéressé, lui aussi, et il propose 6 grandes catégories pour comprendre les différentes manières de raconter le réel, et au final, on va se retrouver avec 6 grands types de documentaires. Le premier type, ça va être le documentaire expositif. C'est un peu le documentaire de la télé. C'est le documentaire le plus classique, celui qu'on a tous vu sur les plateformes, sur TF1, sur France 2, sur Arte. C'est le documentaire comme on le connaît. C'est le documentaire qui explique, qui montre, qui raconte. Il repose souvent sur une voix off qui sait tout, des images d'archives, des interviews, tout est hyper cadré, un montage clair, très pédagogique. Le but est clair, il faut informer et parfois convaincre. C'est la forme privilégiée pour les documentaires historiques, les documentaires politiques, scientifiques ou même les documentaires d'enquête. C'est un peu la version adulte de l'exposé qu'on faisait quand on était au lycée. On travaille sur un thème, on vérifie ses sources, et au final on essaie d'être le plus clair possible en trouvant une narration pour que ça marche. C'est un peu comme une visite guidée du réel. Dans les exemples, il y a Planet Earth, il y a The Fog of War, ou alors tous les documentaires de la BBC quasiment. C'est la forme la plus structurée, c'est la forme la plus éditoriale, c'est la forme la plus produite, donc c'est la forme la plus vue. À l'opposé, on va retrouver le documentaire d'observation. Ici, le réalisateur essaie de disparaître autant que possible. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de commentaires. La caméra observe le réel qui se déroule sous nos yeux. On prévoit des éléments, on travaille sur son film en amont, mais on attend que ça vienne sur le terrain, on attend que ça se passe. C'est une immersion totale dans le quotidien des gens. Là, on va capter des gestes, des silences, des réactions, et le spectateur est invité à vivre l'expérience avec nous avec le moins de filtres possible. C'est l'héritier du cinéma direct des années 60, qui était rendu possible grâce aux caméras légères et au son synchrone. Les exemples, il y en a beaucoup, ça va être Primary de Drew Hill, ça va être Salesman ou Don't Look Back. L'idée, c'est surtout de laisser le monde parler par lui-même. Ensuite, on va voir le documentaire participatif. La caméra, elle est plus visible, elle fait partie de la conversation. Le documentaire participatif va intégrer le réalisateur et l'équipe du tournage. Ici, on assume pleinement leur présence à l'écran. Le cinéaste interagit, questionne, provoque et surtout, il se montre. Le film devient une expérience partagée entre ceux qui filment et ceux qui sont filmés. C'est une forme très vivante, souvent sincère et parfois même assez frontale,
Le cinéma vérité en fait partie, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Le film le plus emblématique, ça va clairement être Chronique d'un été, de Jean Rouch et Edgar Morin, dont je parlais dans la vidéo précédente. C'est un film fondateur où les réalisateurs demandent simplement à des passants « Êtes-vous heureux ?» Et surtout, ils vont filmer ce qui se passe, et de fait, il va y avoir une discussion. Cette approche, elle crée une vérité qui est différente. C'est pas la vérité du silence, c'est la vérité du dialogue. Nice. Ensuite, il y a le documentaire poétique. Le documentaire poétique est sans doute le plus sensoriel. On quitte la logique narrative classique où on va rentrer dans l'émotion visuelle. L'image, le son, le rythme et la musique vont devenir le langage principal. C'est souvent très beau, magnifique même parfois, et on ressent plus de choses qu'on ne les comprend. Le but, c'est pas d'expliquer, mais c'est de faire sortir une émotion. C'est souvent sans narration, sans interview. Ce type de documentaire repose essentiellement sur une recherche formelle, presque expérimentale. Donc moi j'adore ces films, ils frôlent parfois avec une intellectualisation du procédé, mais ça se rapproche un peu de l'art contemporain. Certains vont leur reprocher leur manque d'éléments concrets, d'arguments ou même de narration pure. Alors oui, c'est pas faux, je dis pas le contraire, heureusement qu'ils existent à mon avis. Ils ouvrent l'esprit, ils réveillent le sens critique, ils apportent une nouvelle note esthétique qui fait du bien dans le monde du documentaire. C'est un cinéma de la sensation, de la symbolique, de la métaphore. On y trouve une beauté pure, parfois abstraite. C'est le réel qui va devenir une poésie. Dans les exemples, il y a Koyaanisqatsi, qui est impossible à prononcer, mais qui est la référence absolue, ou Baraka, qui est beaucoup plus facile à prononcer, mais qui est aussi une des références. Ensuite, il y a le documentaire réflexif. Le documentaire réflexif, il a un truc de particulier, c'est qu'il s'intéresse au documentaire lui-même. What? Alors oui, c'est un peu étrange dit comme ça, mais le film va devenir une mise en abîme du processus de création. Le réalisateur montre les coulisses, les hésitations, les choix, et même les erreurs. Il va questionner la manière dont les images sont produites et perçues. C'est un peu la rationalité à l'extrême. C'est une approche très lucide, souvent intellectuelle, qui brise le quatrième mur pour rappeler au spectateur que ce qu'il voit, au fond, c'est une construction, c'est pas une vérité absolue. C'est un peu un cinéma qui va penser le cinéma. Dans les exemples, on va avoir Man with a Movie Camera de Dziga Vertov ou Sherman's March de Ross McElwee. Il va y avoir évidemment The Act of Killing, qui date de 2012, qui est un film qui dérange profondément le spectateur. Ici, c'est le sujet qui marque par sa violence, mais c'est aussi le trouble entre la réalité et l'imaginaire qui va nous forcer à revisiter l'histoire tragique d'un pays, l'Indonésie. Je ferai bientôt une vidéo sur ce film parce qu'il y a beaucoup de trucs à raconter, c'est vraiment passionnant. Et enfin, on a le documentaire performatif. Le documentaire performatif, c'est sans doute le plus intime de toute cette typologie. Ici, le réalisateur s'implique directement, il parle de lui, de son histoire, c'est sa perception du monde qui va se montrer à l'écran. Ici, la subjectivité, elle est totalement assumée. On est loin du journalisme, on est loin de l'enquête, on est loin du factuel. Le film devient une performance personnelle, un témoignage émotionnel en fait, un geste artistique autant qu'un documentaire. C'est souvent une forme très touchante, parfois une épreuve émouvante qui est rendue publique. On nous parle d'identité, de mémoire ou de résilience. Le documentaire performatif prétend pas du tout dire la vérité, il prétend raconter sa propre vérité. Dans les exemples, on va avoir Stories We Tell de Sarah Polley ou Tarnation de Jonathan Cohen. Il y a aussi certains films autobiographiques d'Agnès Varda qu'on va retrouver dans ce type-là. Et plus récemment, en 2022, on va retrouver How to Save a Dead Friend qui est marquant comme élément de cette typologie. Donc pour caricaturer ces 6 manières différentes d'explorer le réel, on va donc retrouver le documentaire expositif qui va permettre d'expliquer, l'observatif qui va nous permettre d'écouter, le participatif dans lequel on va partager, le poétique qui va nous permettre de ressentir, le réflexif pour questionner, et enfin le performatif qui va permettre à l'auteur de se révéler. Alors attention, toutes ces catégories, elles sont pas figées. L'important c'est de comprendre que le style découle toujours du sens. Dans le paysage international du documentaire, on va vite se rendre compte que tous ces genres sont très fluides et que les frontières sont extrêmement poreuses. On peut pas forcément classifier les films, et encore heureux, parce que tout bien rangé dans des petites boîtes, c'est sympa, mais ça rendrait pas les films meilleurs. La vérité se confronte toujours à la vision d'un réalisateur et à la raison d'être du film. Donc choisissez votre approche en fonction de ce que vous voulez raconter et surtout de comment est-ce que vous voulez que le spectateur le vive. Ces 6 boîtes de rangement dont on parle, elles permettent de visualiser ce qui se fait encore, ce qui se fait plus, et ce qui se fera peut-être plus du tout, ou ce qui reviendra, on sait jamais. Donc restez libre de mélanger tout ça et de trouver votre propre façon de faire. Et surtout, restez ouvert à ce qui vous est peut-être un peu méconnu. Le monde est vraiment vaste. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, c'est toujours agréable. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel type de film vous correspond le plus, celui que vous appréciez le plus à regarder, ou même à faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Allez, ciao.